Pour leur 100 ans d'édition, les PUF vous proposent de partir à la rencontre de 15 auteurs de la maison et 5 libraires, avec une proposition simple. Choisir un ouvrage parmi les 6000 titres du catalogue et nous donner envie de le lire. Je suis Hugo Lindenberg et vous écoutez Les idées du siècle. La gouvernementalité néolibérale cherche à créer des individus dont l'insertion dans le corps social ne procède pas tant d'une soumission aux institutions que de leur accomplissement en tant qu'entrepreneurs. Elle discipline les conduites en imposant un ethos de la compétition et la responsabilité individuelle dans tous les compartiments de la vie sociale. Si je vous dis néolibéralisme, à quoi pensez-vous ? Au taureau de Wall Street ? À Ronald Reagan ? Aux immenses entrepôts d'Amazon ? Plus rarement à votre rue, aux services publics de votre quartier, à vos relations de voisinage. Pourtant, le néolibéralisme s'intéresse de près aux villes, qu'il tente de convertir à l'économie de marché, en offrant à des entreprises privées des pans entiers de la gestion municipale. Des mutations qui donnent petit à petit naissance à une nouvelle urbanité, où les citoyens libres deviennent des usagers sous contrôle. C'est ce qu'explore Gilles Pinson, professeur de sociologie politique à Bordeaux, dans son ouvrage « La ville néolibérale », paru en 2020 au PUF. Et dont a souhaité nous parler Xavier Capodano, libraire au genre urbain, dont la librairie, spécialisée en architecture et urbanisme, est nichée au cœur du quartier de Belleville, à Paris. Je pense que ce livre cristallise énormément d'éléments par rapport à ceux qui s'intéressent évidemment aux questions de la ville. Alors je vais prendre un mot un peu barbare, mais on vit ce qu'on appelle un changement de paradigme. Donc c'est très difficile de comprendre. C'est-à-dire que voilà, il y a une sorte de mini-révolution mentale qui se joue sur la représentation urbaine et de la façon dont elle se fait. Et c'est d'autant plus compliqué parce que généralement on raisonne avec les représentations d'avant. Et ce qui fait la force de ce livre, c'est qu'il nous montre ça à travers un processus qui est donc le néolibéralisme, arrivé dans les années 80 par le couple infernal Thatcher-Reagan, pour résumer les choses. Et évidemment, ça a gagné tous les secteurs, dont un secteur auquel on s'intéresse assez peu, donc c'est la ville et ses questions urbaines, parce qu'on y vit au quotidien et on ne fait pas forcément attention. Et donc il va remonter le temps et nous montrer à quel point ce processus néolibéral a pénétré l'organisation des villes, mais vraiment dans des ramifications jusqu'à très profondes. Et ce qui fait aussi la force de ce livre, peut-être on en parlera dans le détail, c'est que, il est très pédagogique, c'est-à-dire que ça plaît énormément aux libraires, tout le monde peut le lire. Et moi, j'ai une sorte de, plus que de passion, d'appétit et d'appétence pour les livres que tout le monde puisse lire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pense souvent le néolibéralisme comme quelque chose qui appartient à l'appareil d'État, et on ne se rend pas compte. Et ce qui est frappant dans le livre, c'est de voir comment Thatcher, quand elle arrive au pouvoir, s'attaque directement aux élus locaux et à toute l'infrastructure locale. Oui, c'est ce qui est vraiment intéressant dans le livre, c'est qu'il montre la connexion et vraiment presque une forme d'alliance objective entre un pouvoir politique local et cette pénétration néolibérale. Donc effectivement, c'est pas une contradiction, cette complexité, il vous le montre, il le cristallise très très bien, et que ce néolibéralisme, il ne peut pas pénétrer évidemment sans l'accompagnement des acteurs politiques. Voilà. Et l'exemple de Thatcher est un bon exemple, parce que jamais il y avait cette véritable contradiction de liberté d'échange à tout va, alors avec un interventionnisme d'État absolument colossal. Et d'ailleurs, vous disiez, ça remonte à longtemps, et c'est vrai qu'en 89, en France, pendant les municipales, le slogan d'un des candidats, c'est « Gérer Nantes comme une entreprise ». Absolument. Non, mais de toute façon, la logique de métropole dans laquelle énormément de villes européennes se sont inscrites, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on gère les villes comme des entreprises, on rentre dans une compétitivité internationale et nationale, même, c'est ça ce qui est terrible, entre les villes. D'ailleurs, en Angleterre, des villes comme Manchester, Birmingham ont des managers urbains, des managers de centre-ville, donc pour essayer de comment regrouper les acteurs et tirer l'épingle du jeu d'une concurrence de plus en plus effrénée. Et alors, ce qui est intéressant avec ce livre, c'est qu'il nous fait presque aimer le libéralisme,
parce qu'au moins le libéralisme s'intéressait à la démocratie et essayait quand même de venir pallier ses propres crises. Or, le néolibéralisme, ça n'intéresse plus. Et c'est là que le livre devient passionnant. C'est quand il explique que le néolibéralisme, c'est la porte ouverte aux dérives illibérales. C'est-à-dire, il dit, c'est Wendy Brown qui dit ça, mais que les principes même des sociétés libérales, le droit, l'égalité et la transparence démocratique, font les frais du passage au néolibéralisme. C'est un élément clé que vous relevez, moi je vais même en rajouter une couche, le livre ne dit pas ça, mais moi je me mouille. Le néolibéralisme engage une dérive autoritaire absolument colossale, et ce qui est passionnant dans le livre, c'est qu'il montre que ce n'est pas qu'une question économique, où évidemment il y a une pénétration via les gros opérateurs qui organisent de plus en plus nos villes, mais quand je dis quelque chose de stratégique, c'est-à-dire l'eau, l'éclairage urbain, les ordures, le chauffage, enfin tout ça maintenant est de plus en plus privatisé, en tout cas offert, et je pèse mes mots, aux opérateurs privés. Mais ce qu'il nous montre particulièrement, c'est que ça produit aussi une doxa, c'est-à-dire qu'un mode de pensée qui pénètre tous les habitants. Et il prend des exemples incroyables de montrer que ce qui est présenté comme vertueux, une piétonisation, les pistes cyclables, la ville douce, enfin tout ce genre de choses auxquelles nous nous partageons tous, il montre que c'est un véritable cheval de Troie des néolibéraux qui dit « vous voulez de la rue piétonne, mais je vais vous en donner à tout bout de champ, mais laissez-moi l'organiser ». Et donc ça crée une forme de doxa, une mode de pensée, parce que qui va oser dire « je suis contre les pistes cyclables » ? Qui va oser dire « je suis contre les mobilités douces » ? Personne. Mais par contre, malheureusement, c'est la porte d'entrée d'une forme de pensée autoritaire et dont les opérateurs économiques ont tout à fait compris la logique et s'y engouffrent avec joie. Et d'ailleurs, donc il dit, un des effets pervers, c'est que comme on remplace la délibération municipale où on s'engueule et où on s'oppose par la technostructure avec des agences, c'est la fin du débat, on préfère le consensus, et du coup on marginalise toutes les personnes qui sont contre ou qui veulent s'opposer, et du coup on les traite de personnes qui sont en dehors de la démocratie, qui sont des extrémistes, et finalement c'est la fin de la démocratie. Mais absolument, c'est-à-dire que même... En plus, moi qui suis petit commerçant, alors ce qui a remplacé le poujadisme d'antan, c'est complotiste. Voilà, donc je suis un complotiste. Mais c'est vrai que dès qu'on remet en cause ce système-là, comme en face on vous renvoie quelque chose de vertueux et de très moralisateur, c'est ça qui fait la force et la puissance de ce néolibéralisme qui occupe tous les espaces du champ social. C'est très 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 difficile de débattre. Si on prend des exemples très concrets, là, la ville de Paris a lancé un programme de végétalisation et d'esthétisme de la ville. On ne sait pas ce qui se cache derrière, mais peu importe. Mais qui est contre les arbres ? Qui est contre mettre de la verdure ? Mais la question, c'est que au détriment de quoi ? C'est-à-dire que ce qu'il montre dans le livre et les conséquences de pensée que ça peut avoir, c'est que tout d'un coup, ça élimine de plus en plus la question sociale au sein de la ville. Et la question sociale, c'est les choses fondamentales. Se déplacer, se loger, emmener ses enfants à l'école, essayer de diminuer cette ségrégation spatiale qui est d'une violence de plus en plus importante. Et une ville comme Paris en est presque caricaturale. Enfin, c'est tout ça les enjeux qui fait que les gens veulent habiter dans des bonnes conditions. Ils ne sont pas contre les arbres ou aller se déplacer à vélo, mais il y a des priorités et ça on est en train un peu de les passer à la trappe. Ça c'est moi qui le dis, le livre ne dit pas ça, mais en tout cas il vous donne toutes les clés d'analyse pour comprendre ce qui se joue dans votre propre quotidien. Et ça vraiment c'est la force du bouquin. Et c'est intéressant, vous parliez de morale, mais justement, il dit que plus qu'une politique économique, c'est un ordre moral qui s'installe, qui vise à régir la conduite des individus. En gros, les solidarités collectives sont dévalorisées, mais du coup, on retourne sur un truc de la famille. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le problème, c'est que quand on vous met dans les mains, si on prend dans la hiérarchie presque un système d'entonnoir, donc c'est la compétitivité internationale qui met les villes dans cette logique-là, où chacun doit tirer son épingle du jeu, à un moment donné, ça explose de fait les solidarités qui étaient classiques et d'organisation urbaine, et chacun va tirer la corde à soi. Et on en a la matérialisation très concrète, auquel on est tous concernés. Et c'est d'autant plus inquiétant que ça s'accompagne de pratiques pénales et policières de plus en plus répressives. Et justement, dans le livre, il explique bien comment on fait de ces gens qui étaient en fait des pauvres méritants, des parias urbains, et qu'on sape toute possibilité de solidarité entre eux. Là, vous mettez le point sur un élément important, c'est que ça conditionne deux choses. Bon, d'une part, on a un exemple absolument flagrant d'un mouvement social
inédit et absolument incroyable qu'a été le mouvement des Gilets jaunes, quoi qu'on en pense, en tout cas en termes de mouvement social, qui a été puissant, et Gilles Pinson a bien raison de souligner ça, parce que c'est à ça qu'il pense, ces gens qui n'avaient jamais manifesté, pas du tout politisé, et qui d'autant plus ont fait tout ce qu'on leur a dit de faire. Ils ont acheté le pavillon comme il fallait, ils se sont endettés comme il fallait, ils ont pris 2 voitures, donc ils ont accompagné tout ce qu'on leur a demandé de faire. Ils sont allés à la zone commerciale, puis tout d'un coup ils ont dit stop, parce qu'ils voyaient bien que tout ça les emmenait eux-mêmes dans le mur. Ça c'est le premier point. Et l'autre point, c'est que c'est la façon d'occuper l'espace public. C'est que le néolibéralisme, dans sa façon-là, en plus, il organise dans une façon d'occuper l'espace public. Se balader en ville, on ne peut plus se balader de la même façon. C'est aller dans des zones, prenons un exemple concret, c'est le Marais à Paris, qui est une sorte de centre commercial à ciel ouvert d'enseignes internationales dans des bâtiments du XVIIe. C'est chic. Mais c'est ça que la ville qu'on veut. Vous devez vous balader avec un fonctionnalisme terrible. Et ce fonctionnalisme, c'est quoi ? C'est consommer. Donc vous n'avez plus de banc. Vous ne pouvez plus vous installer dans la ville et l'occuper comme vous le voulez, à ne rien faire. Être assis sur un banc dans la rue, à ne rien faire pendant plus de 10 minutes, vous devenez suspect. Et ce livre le montre très très bien. Je suis Hugo Lindenberg et vous venez d'écouter Les Idées du siècle, un podcast produit par Encore pour les presses universitaires de France. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes sur toutes les plateformes de podcast et sur puf.com. À bientôt!